Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du hack sur Ledger principalement, et puis on va faire comme d'habitude de la price action, du fondamental et du sentiment, donc liquidité. Allez, intro. Alors, en termes de price action, on est là sur le BTC face au dollar en 4 heures. Je pense qu'on peut réajuster cette 4 heures. Encore que, ouais, on peut réajuster la 4 heures qui est là en se mettant quelque part par ici. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, on voit un petit peu que la résistance oblique, s'il y en a une, elle est à peu près dans cette zone-là, donc ça nous donnera un meilleur signal. Ce qu'on peut dire également, c'est que hier, sur fond de hack potentiel sur Ledger, on a eu ce drop. Personnellement, j'ai pris ce drop sans savoir du tout que c'était le cas sur Ledger. C'est un call que j'ai fait sur le Discord, une entrée assez pixel, puisqu'on est rentré ici sur ce niveau-là à 43 302. Et donc ici, sur cette 1 minute, on est vraiment allé chercher, parce que cette mèche est belle en fait, hein, tout comme celle-là est très belle hein, aussi également. Donc du coup, on est allé chercher le niveau où on prenait la liquidité, mais tout en se faisant repousser par cette mèche qui avait déjà finalement montré par le passé que elle nous donnait quelque chose. Il y avait une forme de défense dans cette zone-là. Donc on est rentré sur ce point-là, entrée pixel s'il en est, et j'avais deux targets, une je crois à 42 000 et une autre à 41,5. Un petit peu, et pardon c'était ici, autant pour moi, un petit peu rapide, mais sur fond de ce hack ledger. Donc parfois on dit montre-moi la chart et je te montrerai la news. Ici l'idée c'était de rester dans cette compression, hein, tout simplement. Assez simple, et puis également de rentrer dans la défense de cette mèche. C'était une entrée littéralement ce qu'on appellerait SMC, ICT, Swing Failure Pattern, comme vous voulez, mais globalement c'était une entrée de liquidité au sens où on avait vu une belle défense ici, on avait une imbalance ici, et les deux niveaux étaient ici déterminés, les deux niveaux de TP étaient déterminés par des imbalances, donc un endroit où le prix délivre assez rapidement. Tout comme on avait parlé de cette imbalance à venir chercher ici, et vous auriez pu faire une entrée dans cette mèche ici, pour tout simplement venir derrière rechercher l'imbalance. Vous cherchez une imbalance pour aller chercher une autre imbalance dans l'autre sens, et vous cherchez une cassure de la structure également. Donc là en l'occurrence, superbe entrée là, c'était une entrée vraiment intraday, donc elle a été faite sur un autre exchange, hein, on a un swing en même temps sur BTC en short. On ne veut pas altérer le prix de liquidation, bien évidemment. Donc, on est allé la chercher sur un autre exchange et ça a été extrêmement rapide. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est qu'il y a quelque chose à faire dans cette mèche-là. Alors, c'est peut-être le cas déjà, si on regarde en 1 heure ici, sur ce qui a été fait sur cette entrée-là. Derrière, on est revenu reprendre l'imbalance qui avait été faite ici, qui n'était pas tout à fait couverte, encore que. Donc, j'ai pas pris le long ici dans l'autre sens. J'attends éventuellement, toujours pour de l'intraday, hein, une entrée un peu plus bas ici pour éventuellement toujours jouer en fait la compression qui est actuelle, éventuellement avec un runner au-dessus de ce point-là, c'est-à-dire venir éventuellement chercher légèrement au-dessus de ça, sans réellement perdre la 4 heures. Pour le moment c'est pas tellement l'idée, on peut faire des mèches au-dessus, hein, vous l'avez vu ici, mais on a un petit peu de liquidité dans cette zone-là, donc voilà, intéressant. Éventuellement on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est price action un petit peu, et qu'est-ce qu'il va se passer au moment où on arrive dans cette mèche-là. Est-ce que vraiment on a un niveau à tenir ou pas? Il serait éventuellement possible de prendre ce long plus bas, c'est-à-dire par ici, d'accord. Vous avez également là ici la MA20 en daily qui peut éventuellement faire support, en tout cas elle l'a fait ici, elle l'a fait plus ou moins là, elle l'a fait également ici, donc c'est pareil, c'est une entrée intraday, hein, on n'est pas ici en train de dire que il faut longuer Bitcoin jusqu'à 50 000 $, en tout cas c'est pas le propos, puisque vous devez prendre la bonne time frame pour les bonnes targets. Donc en l'occurrence là, c'était plus ou moins ce qu'on a fait. Derrière, on perd le niveau 15 minutes qui était celui-ci. Ici là, vous voyez. Globalement, je pense qu'on peut le prendre en 4 heures dorénavant. Ouais, c'est ça, peut-être 1 heure. Non, on peut le modifier en 4 heures.
Donc ça, c'est jamais très bon, hein, c'est plutôt baissier à ce stade, c'est-à-dire on avait un niveau ici qui était un niveau 15 minutes qui tenait, et finalement on a passé plus de temps en dessous de ce niveau, donc c'est un niveau qui devient un niveau 4 heures. La zone de combat, bon, elle est globalement là-dedans pour le moment, et vous comprenez que la zone de combat, c'est d'essayer de casser tout simplement cette traîne de distribution là, et concrètement, en ce moment, étant donné qu'on est en compression, on va dire qu'on ne sait pas si la structure va faire ça, c'est-à-dire je fais un nouveau plus bas et je continue une structure baissière, ou alors tout simplement je casse ce triangle à la hausse et je viens chercher le top. Pour le moment on ne le sait pas, on ne le saura que quand ça arrivera tout simplement, mais on va utiliser ces deux trends comme étant des signaux early que ça pourrait éventuellement aller dans un sens ou aller dans l'autre. Voilà pour BTC, on ira peut-être en fin de vidéo regarder les plus petites time frames. Ether contre Bitcoin, pour le moment c'est un peu toujours la même chose, on se fait rejeter toujours par cette trend, c'est très propre de ce côté-là, et on tient à peu près celle-ci. On arrive au bout du bout de la compression là, hein, vous le voyez. Cette trend-là, elle est très vieille, c'est une trend historique, et cette trend-là, elle est très jeune, c'est une trend 4 heures. Vous voyez ici que on a pas nécessairement la même chose, on est dans une compression, je considère que ça c'est plus ou moins une déviation, il n'y a pas de souci, donc du coup c'est par là ou c'est par là, c'est pareil, hein, on va voir ici, il y a eu effectivement ce hack sur Ledger qui devrait peut-être mettre à mal un petit peu Ethereum, maintenant pour le moment il se porte plutôt pas mal. Et là, on a finalement les niveaux. Les niveaux sur lesquels je disais attention sur Ether, qui sont entre 2296 et 2260. Vous voyez qu'on a débordé un petit peu au-dessus, on est monté à 2004 quand même. Donc du coup voilà, et on a un bon momentum de hausse qui pour le moment est en train de tenir. Donc soit la structure se retourne, c'est un petit peu la même chose que sur Bitcoin ici, on vient faire un nouveau plus bas, on perd cette trend hein, en fait, soit on ne la perd pas, c'est-à-dire que pour le coup la trend continue et on continue cette structure haussière qui est comme ceci. Pour le moment, la confirmation n'est pas là, donc on s'attendrait plutôt quand même à venir faire un nouveau plus haut. Donc tout ce qui est plus ou moins sur cette trend-là pourrait être intéressant à prendre en longue. Je dirais à minima pour de l'intraday, c'est-à-dire faire, mais c'est un très beau trade hein, ici, faire du 2100 vers 2004. Et voilà, on va aller chercher ici, encore une fois, les deux sens, et ça n'est pas du tout un problème, puisque, admettons que vous soyez en short sur Ether depuis les 2400, finalement, en prenant ce long, vous allez hedger votre position, sans nécessairement aller chercher 4000 $ ici, mais vous allez hedger votre position tout simplement sur, si jamais le prix fait ça, et bien sur toute cette zone-là, vous aurez hedgé votre position, donc c'est pas du tout un souci. Quand vous avez un peu des incertitudes comme ça, des compressions, il ne faut pas hésiter à jouer les deux sens. Il y a vraiment des moments où c'est bien de le faire, enfin, où c'est intéressant de le faire, il y a des moments où ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, là, on est peut-être dans un moment où c'est peut-être intéressant de le faire, encore une fois. Les alt qui nous ont donné un nouveau plus haut, ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous le voyez ici, on confirme une structure haussière, on ne perd pas ici le creux que j'aurais évalué à ce stade à être à peu près par ici ou par ici, on ne le perd pas, on ne fait pas une plus grosse correction, donc les alts en ce moment fonctionnent très bien par rapport à Bitcoin. On a une légère inflexion de la Bitcoin dominance, mais c'est pas violent, encore une fois, on est toujours ici pareil sur une structure haussière sur la Bitcoin dominance. Ce qu'on voudrait voir éventuellement, c'est Bitcoin perdre cette vieille trend qui est vraiment ici tenue depuis un sacré moment, mais pour le moment on est toujours en Bitcoin season puisque Bitcoin prend de la dominance. Maintenant, en revanche, on a un gâteau global qui est en train de grossir, on va dire ça comme ça, le total crypto, hein, tout simplement. Et quelque part, on a des alts qui, par rapport au dollar, le total des alts 3 surperforme pas trop mal par rapport à Bitcoin. C'est pas violent non plus, on est plus sur une latéralisation, mais voilà, on est en alt season en fait d'une certaine manière, sauf que le gâteau global profite à Bitcoin, on va dire ça comme ça, puisque Bitcoin prend de la dominance. Est-ce qu'on fait le S&P un peu de macro? Oui, rapidement, allez. Alors, le S&P qui s'est fortement ambiancé, bien sûr, dernièrement, c'est normal, Powell nous a donné cette idée que, on va prendre une autre charte, Powell nous a confirmé un peu cette idée que le S&P eh bien était qu'il n'allait plus augmenter les taux. On avait un gap ici qui a été pris, c'était un gap haussier. On va se mettre dans des time frames plus petites pour être sûr, oui. Derrière, on a pas mal de gaps en dessous. Maintenant, est-ce qu'ils vont être couverts ou pas?
Il y a quand même des chances que ça soit le cas, mais vous le voyez ici, on a ouvert pas mal de gaps sur la montée, donc il faudra quand même être attentif à ça, c'est-à-dire qu'une correction sur fond de news pas terrible est tout à fait possible. En ce qui concerne la structure, est-ce qu'on est dans un biseau ascendant? À ce moment-là, la déviation, elle est très forte ici, hein. Je parle de cette déviation-là. Est-ce qu'on est dans un canal? Est-ce qu'on va casser ce canal vers le haut? Est-ce qu'on va le perdre vers le bas? Si éventuellement, je pense, on devait viser quelque chose de gros, quelque chose de relativement fort sur nos amis du S&P, ça serait potentiellement ATH ici, liquidité. ATH prise de liquidité au-dessus, et derrière, on fait une flat. Voilà, pour moi, ça serait ça. Il faut voir que... on a quand même bien corrigé sur S&P. Maintenant, moi, au début, on a ici, pour nous sur la chaîne, hein, établi le scénario d'une zigzag. Pour le moment, c'est pas du tout ce qui se met en place, vous le voyez, puisqu'on est quasiment à l'ATH. Donc, est-ce qu'on a ici tout simplement une ABC qui semble être plutôt en 5, mais c'est possible que ça soit une ABC, c'est-à-dire que cette correction est finie. Et derrière on renclenche, ou alors tout simplement est-ce que on a un scénario de crise. Je pense que je vous avais déjà montré cette charte. Où finalement ce qu'on voit sur S&P, c'est deux lignes. Une ligne quand on est en mode normal, on va dire, et une ligne qui est tout à fait parallèle qu'on vient chercher quand on est en mode crise. Qu'est-ce que ça veut dire? 2008, vous le voyez ici, on est venu chercher le bas de cette ligne, ça nous a donné la même parallèle finalement qui correspond un peu à de l'impression monétaire à outrance. Derrière, on a fait un très joli bull run de 2008 finalement à 2020, pardon. 2020, crash Covid, on revient chercher très exactement la même ligne, mais on garde le même momentum. Je dirais qu'il ne serait pas complètement stupide que de dire que, si jamais on avait une grosse récession, une crise, etc., on pourrait se baser sur une flat sur notre ami du S&P. Alors je sais pas quelle pourrait être la news à ce stade, mais en tout cas ici, cette zone ATH est plutôt pour moi une zone de prise de profit, étant donné que nous on a fait des entrées sur toute cette zone là dans l'espoir d'avoir cette B. Là aujourd'hui on a eu cette B, elle est très jolie, c'est même probablement une flat, donc à ce stade possibilité, si jamais vraiment il y avait une forme de crise, de revenir chercher, et nous c'était notre target initial, le crash, enfin les niveaux pré-Covid, on va dire ça comme ça. Pour le moment, vous le voyez, sur le S&P, c'est très propre, au sens où on est venu chercher, en fait, finalement, le low, ici, le pic la vallée, pardon, qui protégeait le gros pic qu'il y a derrière. Donc, se baser sur cette parallèle, se dire qu'on est effectivement potentiellement dans une flat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça risque de corriger. Ça peut tout à fait repartir et continuer dans ce sens-là. Donc, il faut rester exposé, bien sûr, aux actions US ou aux actions d'une manière générale. Mais voilà, pour moi, le plus bas, dorénavant, il se trouve ici au 3003. Bien évidemment, c'est extrêmement baissier, ce que je vous dis, hein, puisque ça voudrait dire refaire un crash d'une trentaine de pourcents à la suite déjà de celui-ci. Ça, c'est si jamais, bien sûr, on a une récession, si jamais on a un Black Swan, si jamais, je sais pas, le monde venait à dire qu'on rentre dans une guerre plus importante que ce qu'on a déjà, si jamais les États-Unis avaient des mauvaises nouvelles par rapport à leur news écho et une nouvelle crise bancaire ou je ne sais quoi, ça serait la target. Voilà, pour moi ici, le back to stocks, vous voyez que je l'ai mis au niveau pré-Covid ici. Donc vraiment où là, nos prises de profit seraient réenclenchées tout simplement sur le S&P. Maintenant, c'est une belle zone pour prendre des profits encore une fois. On avait ici également, excusez-moi, je fais un peu long sur le S&P, mais on avait peut-être potentiellement un bear flag. Si vous avez cette structure qui elle-même est relativement parallèle, qui est comme ceci, et qu'on a un bear flag ici, je vous avais mis à partir de l'ATH ou légèrement au-dessus, quelle pourrait être la correction si jamais on faisait une flat. Une flat, c'est parallèle. Il est possible également qu'on n'atteigne pas ce niveau, c'est-à-dire qu'on soit déjà au plus haut. À ce moment-là, on aurait quelque chose de parallèle, mais comme ceci, on va dire. Et à ce moment-là, on aurait effectivement cette très jolie target du back to stocks. Re-rentrer au niveau pré-Covid et retouchette sur la ligne inférieure parallèle qu'on va appeler la médiane de crise, hein, quelque part, c'est un petit peu ça.
Voilà pour ce qui concerne le S&P, en tout cas en ce qui me concerne, c'est mon plan sur le S&P. Derrière, voilà, possibilité qu'on éclate tout à fait les niveaux. Donc au niveau des prises de profit, ne soyez pas trop violents non plus, c'est un petit peu comme Bitcoin, vous voulez rester exposé et vous voulez en même temps enlever ce potentiel explosif baissier que pourrait avoir une récession si jamais elle arrivait. À partir de là, c'est relativement rationnel et simple. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous dites tout simplement, moi j'estime qu'il y a un potentiel de X% de faire un soft landing ou de ne pas atterrir cette année même, hein, c'est-à-dire de faire un no landing, et puis de repousser ça après les élections. Donc je reste dans le bateau jusqu'aux élections, tout simplement, parce qu'en général les années de préélection sont plutôt des bonnes années. Je crois qu'on avait fait d'ailleurs même une étude sur cette charte-là. Des années de préélection, vous le voyez, ce sont toutes les barres qui sont ici, sur lesquelles on a été baissier ou haussier. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, non? Tous les 4 ans, ouais, c'est ça. Et on avait déterminé que quand même, les années de préélection étaient extrêmement bullish. Et là, en l'occurrence, on est en 2024. Les élections auront lieu en novembre prochain. Donc, il est possible ici, encore une fois, que tous les problèmes soient remis à plus tard, et c'est plus ou moins ce qu'on voit quand même, à la fois du côté de Powell qui nous annonce une pause hier, etc. On voit un chill au niveau des actions qui est relativement intéressant. Maintenant également, attention, il suffirait d'un nouveau virus, il suffirait d'une nouvelle chose, etc. pour se dire, bon ben finalement, on pourrait revenir aux 3385 sur le S&P, et ce en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, en droit logique pour prendre des profits, hein, voilà, moi, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, et c'est un petit peu la même chose sur Bitcoin, puisque Bitcoin reste quand même dans un contexte macro, où on est en pause des taux, mais on n'est pas sur le contexte ultime sur lequel Bitcoin peut performer, c'est-à-dire à un moment où les taux baissent, d'accord? En général, et on revient ici à la Bitcoin dominance, en général, ce qu'il se passe, c'est que la Bitcoin dominance reste prédominante jusqu'au moment où réellement les taux se mettent à baisser. La question, c'est la vitesse à laquelle ils vont baisser ici. Et la question également, c'est est-ce que le marché va pas nous donner quelque chose de différent par rapport à d'habitude, c'est-à-dire une Bitcoin dominance qui commence déjà à être perdue. Un marché de la crypto qui passe risk-on, puisque on va considérer que dans la crypto, le risk-off maximum, c'est le stablecoin, et en dessous, vous avez Bitcoin, tout simplement, et bien qui passe sur les alt, donc qui passe sur un niveau plus risqué, plus rapidement, un peu comme sur le modèle de ce que nous a fait le Nasdaq, qui a fait tout simplement un ATH dernièrement. Allez, on a déjà fait 16 minutes d'analyse technique, on va désormais aller se caler sur la news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt.
J'en profite parce que j'ai pas encore mis à jour la page de pub. Tous les bénéfices de la chaîne sont versés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des malformations cardiaques dans des pays où il n'y a pas les infrastructures. Donc n'hésitez pas sérieusement à jouer le jeu. Vous avez ici les t-shirts, vous avez toutes ces choses-là, vous avez les affiliations, que ça soit BitGet, Bybit, etc. N'hésitez pas parce que non seulement vous allez aider la chaîne et pousser les choses. En ce moment, regardez, sur les t-shirts, on a 3 ventes. C'est pas jouer le jeu, ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, s'il vous plaise pas, vous me dites, on en fera d'autres, etc. Mais il faut vraiment jouer le jeu, mettre un like ici, toutes ces choses-là. Sinon, il y a relativement, on va dire, peu d'intérêt à ce que je fasse une page avec des t-shirts, toutes ces choses-là. C'est du temps passé. Et donc, du coup, ici, soutenez, on va dire, l'initiative. Je pense que je suis la seule chaîne crypto au monde qui ait cette dimension humanitaire. Donc du coup, allez pousser ces choses-là, venez prendre et jouer le jeu dans ces choses-là, parce que pour le coup, c'est encore une fois pour la bonne cause et on fait quelque chose de bien là-dedans. Allez, on passe sur la news. Sur la news, profil ici sur Twitter. Venez nous rejoindre également sur le Twitter de la chaîne si le cœur vous en dit. Qu'est-ce qu'on a ? On a la SEC qui repousse la décision, bon ça c'était un peu attendu, donc aucun problème de ce côté-là, au sujet de l'ETF Ethereum. Valkyrie qui propose une mise à jour de sa demande d'ETF Bitcoin Spot, probablement sur le même principe que ce qu'avait fait BlackRock, c'est-à-dire la possibilité pour certaines banques d'avoir un cash-in directement et que, on va dire, leurs assets under management soient directement connectés sur une demande spot. Et on a ce hack sur Ledger. Alors ce hack sur Ledger, il a fait beaucoup de bruit. Personnellement, moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y a que 500 000 boules qui ont été drainées. Par contre, ça a vraiment impacté tout l'écosystème. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que SushiSwap, Uniswap, toutes ces choses-là, aujourd'hui, là, ils ont fait la mise à jour, etc. Ils se sont rendus compte assez vite du swap. L'adresse Tether qui avait essayé de drainer de l'argent a été frisée. Donc du coup, le hacker n'en fera rien. Par contre, ça remet en cause, effectivement, ce côté cold wallet égale sécurité. Maintenant, sérieusement, pour moi, en tout cas, le bug a été géré rapidement. C'est normal qu'il y ait des bugs parce que vous avez, en fait, ça vient d'une partie GitHub qui a été, on va dire, re-uploadée de manière malicieuse. C'est-à-dire que vous avez une partie des ledgers qui est open source. Et normalement, on va dire que ce sont des gens qui sont théoriquement censés être vérifiés, qui peuvent éventuellement faire des mises à jour sur ce GitHub là. Et en l'occurrence, visiblement, un des mails a été hacké. Et donc, du coup, quelqu'un a pu modifier la version du ConnectKit sur le GitHub. Donc, la partie open source, on va dire, de ce que fait Ledger. Pour moi, c'est un peu un non-événement. Maintenant, bon, ça nous a permis de choper un chouette short. Donc, du coup, moi, ça me va très bien. Mais je considère un peu ça comme un non-événement, que les gens se disent que tout d'un coup, oui, effectivement, tout est hackable. C'est comme si on vous disait, attention, Internet, tu peux avoir un virus. En crypto, c'est exactement la même chose. Pour moi, on va dire les cold wallets restent quand même la solution la plus, on va dire, legit. Maintenant, vous pourrez avoir ce genre de choses sur Trésor, vous pourrez avoir ce genre de choses parce que tout simplement, c'est de l'humain. Et une proposition du Congrès qui passera sûrement pas, qui introduit un amendement pour que les membres du Congrès et leurs épouses ne puissent plus trader les stocks. On l'a vu dernièrement, alors j'ai peut-être pas retweeté ce truc-là, mais on a beaucoup de personnes du Congrès, donc de sénateurs, qui finalement sont des traders géniaux, puisque ils ont un revenu de 200 ou 300 000 $, mais des fortunes à 74 ou 75 ou 80 voire 100 millions. Donc c'est peut-être que ces gens-là devraient faire une reconversion et effectivement ne pas voter nos lois, mais tout simplement juste trader, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose. On le voit avec Nancy Pelosi, on le voit avec Elizabeth Warren, on le voit avec, je veux dire, tous ces gens-là ont des fortunes incroyables, alors que leur salaire n'est pas incroyable. Enfin, il est relativement élevé, mais pas incroyable non plus. Ici, on va passer sur Wall Street Journal. On va passer également sur Journal du Coin, sur Blocks, on va passer aussi, en termes de news, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Ici, on reparle encore une fois de l'exploit sur Ledger. Gensler qui a fait je l'ai pas retweeté ça, mais Gensler a fait une petite, petite interview dans laquelle il explique qu'effectivement, ils ont changé un petit
un petit peu d'axe de vue sur les ETF Bitcoin, etc., toutes ces choses-là, et que effectivement le procès Grayscale a beaucoup influencé tout ça. C'est-à-dire que en ce moment, ils sont en train de changer de vision. Donc ça rajoute dans le sens que l'ETF spot va être accepté. Hein. Aujourd'hui, il est censé plus ou moins se justifier. Et là, en l'occurrence, il nous dit que toute la partie légale, donc c'est le juge qui leur a fait plus ou moins changer d'avis sur la crypto. Coinbase qui lance le crypto trading au spot, peut-être en margin, je sais pas exactement. Il y a déjà des choses qui se mettent en place sur Coinbase, notamment en termes de vraiment de levier, toutes ces choses-là, etc. Je crois pas que ça soit disponible en France, je suis pas sûr. Mais intéressant pour Coinbase, hein, c'est une manne financière de laquelle ils se privent pour pas grand chose, donc ça devrait peut-être profiter à l'action. Peut-être qu'on fera un point, notamment dans la vidéo affiliée, sur les actions de mineurs que je possède, quelle a été éventuellement d'ailleurs leur depuis que je suis rentré, quelle a été leur performance, toutes ces choses-là. Et voilà, peut-être qu'on fera ça. J'ai des actions Coinbase aussi, donc on regardera ici éventuellement ça nous permettra de jauger l'environnement institutionnel, hein, puisque c'est un superbe média que d'acheter de l'action de mineurs crypto, un superbe moyen d'entrée, on va dire, sur Bitcoin, puisque là, pour le coup, vous savez que vous rentrez sur une security, donc une action, donc vous savez exactement où vous êtes. Et tout ça est déjà régulé par la SEC, alors que finalement, sur Bitcoin, on est encore un petit peu dans le flou, en tout cas pour la partie américaine. Les traders qui brace for impact, vous voyez, c'est s'accrocher au siège, on va dire ça comme ça, devant un vendredi des 3 sorcières, alors que 5 trillions d'options vont expirer. On a déjà fait un sujet sur le vendredi 29 décembre qui sera... Pourquoi on appelle ça les 3 sorcières? Parce que c'est une clôture mensuelle, 29 décembre, c'est une clôture trimestrielle, 29 décembre, et c'est une clôture annuelle, 29 décembre. Donc il y a toujours des niveaux d'intérêt énormes sur ces derniers vendredis de l'année, on va dire, et c'est pour ça qu'on appelle ça les 3 sorcières. J'avais même les 4 sorcières, non, 3 sorcières, bon, c'est vrai, c'est pareil. Ensuite, pas grand chose dans le calendrier économique de la journée d'aujourd'hui. On ira voir demain un petit peu qu'est-ce qu'il peut en être en ce qui concerne le calendrier économique de la semaine prochaine. Par rapport aux liquidations, on a eu ces dernières 24 heures 176 millions de liquidés. On a des belles journées de liquidation en ce moment. À peu près moitié longue, moitié short, et à peu près 70 millions, donc un peu moins de la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Ordinals qui liquide pas mal. 1000 Bank, peut-être aussi que dans la vidéo affiliée, on fera du Bonk. On ira peut-être analyser Bonk. Pas du tout un bon point d'entrée sur Bonk, mais personnellement, moi j'ai raté ce train-là. C'est dommage parce que je l'avais analysé et je me suis dit bon, je vais pas faire du même coin, mais en l'occurrence, vous voyez que il performe très bien. Donc peut-être qu'on prendra aussi Injective. On fera les deux gros qui performent vraiment extrêmement bien en ce moment pour dire où est-ce que c'est, à quel endroit éventuellement il pourrait y avoir une entrée s'il y a une correction, ce genre de choses. Beaucoup d'ordres, enfin pas mal d'ordres à l'achat entre 41 on va dire et 40, donc si on doit percer cette zone il va falloir du momentum, et ici un petit mur de vente même si c'est pas énorme, 123 Bitcoin et 123 Bitcoin et c'est tout. Excusez-moi. 92 ici, 123 là, encore 102 là et 224 là, à peu près 500 bitcoins qui pourraient nous bloquer pour ne pas passer 44. Donc on a des volontés dans les deux sens, beaucoup d'ordres à la vente ici qui ont disparu, beaucoup d'ordres à l'achat qui se sont rajoutés en revanche par là. Voilà, on va voir ici vers où se dirige le prix et ce que ça peut nous dire derrière. Par rapport au funding, on avait noté ici un niveau de short à venir prendre éventuellement hier sur le top, ça n'a pas encore été fait. Non, pas sur Binance en tout cas. Et ce qu'on peut voir ici, c'est beaucoup de liquidations dans ce sens-là, bien évidemment. Quand on fait toutes ces liquidations, on devrait théoriquement liquider du long, donc le funding devrait baisser, et c'est plus ou moins le cas. Vous voyez que ça se fait juste derrière, mais le funding se met à jour après, donc c'est relativement normal. Demande au spot qui est plutôt en berne, et derrière, par contre, j'ai une forme de latéralisation du prix, même si on a cette montée là, et puis derrière ça redescend et puis ça remonte. Donc j'ai du long ici à venir prendre à 42,4.
Je pense qu'on peut le mettre par là. C'est relativement conséquent, il y a une belle anomalie de funding, donc voilà, à ce stade, on peut peut-être estimer qu'on a un niveau de long à venir chercher là-dessous. Je rappelle qu'on n'a pas grand-chose là, et je rappelle qu'on a un gros niveau à venir chercher ici au 39,5. C'est un 2 pixels, maintenant pour le moment on veut pas y aller. Là où c'est intéressant également, et c'est ce que j'avais beaucoup déployé dans mon idée hier de vous montrer que l'Open Interest déleverage à partir de la borne rouge. Concrètement, on avait dévié au-dessus ici, gros épisode de liquidation pour passer en dessous. On revient le visiter ici, ça redézingue vers le bas. On reprend de l'Open Interest et dès qu'on retouche la borne rouge, ça redézingue vers le bas. Donc on peut vraiment considérer que en termes de nombre de contrats ouverts, le marché est gêné par cette borne. Il avait réussi à passer au-dessus ici, vous le voyez, à faire cette grosse déviation. Mais je vous avais montré hier que c'est un endroit où en général, on déleverage. Est-ce qu'on va déleverager au nord ou au sud? Pour le moment, il y a plus de monde à prendre au sud, mais aucune certitude de ce côté-là, puisque la demande au spot est plutôt belle, on va dire, et que ces fameuses longueurs prennent rapidement profit en ce moment. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir sur le marché, c'est-à-dire que les longueurs ne restent pas longtemps. Ceux qui rentrent dernièrement là ne restent pas longtemps en position. Vous voyez que je vous ai montré ici 41,4 pardon, à venir éventuellement être pris. On a un peu plus de précision là-dedans, où on voit cette assez grosse position à 41,7 plutôt. Grosse position qui vient d'être sortie là actuellement en short au 43. Petite poche de liquidité au-dessus, c'est-à-dire 43,6. Je pointerai peut-être plutôt vers le bas, ici, mais aucune certitude. On peut tout à fait venir casser le top avant, d'accord? Donc aucune certitude vraiment de ce côté-là. Il y a une petite poche de liquidité ici qui est intéressante. Maintenant, celle-ci a été prise, si c'est une grosse position là, par ce mouvement-là. Voilà, intéressant, en tout cas, pour un niveau intéressant où on est dans une zone de combat, encore une fois. Donc ici, il faut choisir un sens. Prendre le risque déterminer la taille de position et du coup le risque qui vous intéresse, et à partir de là, faire ce que vous avez à faire. Sur Ether, 2240, éventuellement petite poche de liquidité au-dessus, mais c'est pas violent. Et voilà, sur la 5 jours, en tout cas, assez peu d'intérêt, je trouve. Alors j'ai enlevé ici, je vous ai gardé que les leviers x100, j'ai enlevé tous les leviers médium pour qu'on y voit un peu plus clair sur la charte. Mais voilà, par contre, quand on regarde la 7 jours, on voit que ce mouvement ici vers le haut nous emmène plutôt vers la poche de liquidité supérieure. Donc à minima reprendre le top ici pour le point chaud qui se trouve à 43,650 et peut-être potentiellement si on devait venir à nettoyer toute la one week, faire un nouveau top à 45,600. On en a déjà parlé hier également. Et une poche de liquidité ici qui n'a pas trop forci. Même quand on est venu là, vous voyez que le marché veut pas nécessairement rentrer violemment en longue sur les niveaux actuels. Bon, ça sous-entend un mauvais sentiment, mais parfois un mauvais sentiment, tout dépend un petit peu de ce que fait l'institutionnel. En tout cas, même les institutionnels actuellement tiennent plutôt des positions anciennes, mais ils ne sont pas fortement enclins à venir longuer sur cette zone. C'est toujours la même chose. La question, c'est qui a le momentum. Pour le moment, personne n'a le momentum, c'est pour ça qu'on contracte en fait, c'est que le marché cherche une direction d'une certaine manière. Ici, ça sera défendu, il y aura des tentatives de défense. Ici, ça sera défendu, il y aura des tentatives de défense. Donc, l'idée ici, c'est encore une fois, qui vient battre les autres. Si j'ai un sentiment mauvais, ça peut à la fois rajouter du retail, donc du monde qui n'a pas l'argent pour défendre en haut, et pas des institutions. Et à l'inverse également, si jamais personne ne long, ça peut enlever du momentum aux longueurs. Donc là, les institutions sont plutôt en long en ce moment. On l'a vu sur le cote du CME qui est sorti vendredi dernier. D'ailleurs, aujourd'hui va sortir le cote de cette semaine. Ça pourra être intéressant de regarder. Du coup, je l'attendrai peut-être et je le ferai peut-être dans la vidéo affiliée également, mais vous voyez des institutions qui sont majoritairement en long, à hauteur de 98%. Vous avez des market makers qui mangent leur chapeau en ce moment, c'est-à-dire ils accumulent la position inverse, ils accumulent du short parce qu'ils sont obligés de le faire, c'est leur boulot. Et puis vous avez de l'argent en levier qui est plutôt short également. À quel moment market maker et leverage money, surtout à quel moment asset manager, donc la partie institutionnelle, prend profit, et le moment où ce monde-là prend profit, on va aller bouffer du retail, et là je vous parle du CME, mais ça reste l'endroit où on est le plus tradé sur Bitcoin en ce moment, devant Binance, je le rappelle, et donc du coup à ce moment-là, le moment où les institutions commencent à dire, bon ça commence à puer un petit peu, je vais prendre du profit, ce qui a commencé à se faire quand on a eu cet épisode de liquidation, je parle de celui d'il y a quelques jours,
À ce moment-là, les dealers et le leverage money prennent le dessus, ils prennent le momentum. Les retail qui étaient en long n'ont pas l'argent pour défendre, ils essayent de défendre, ils buy de dip, mais les institutions disent, nous de toute façon, on prend nos profits et on reviendra un peu plus tard, par exemple. Et à ce moment-là, c'est là que vous avez une correction plus importante. En tout cas, c'est un endroit intéressant, je trouve. C'est un endroit où il y a énormément d'intérêt, au sens où si les institutions tiennent, c'est-à-dire si les institutions visent 50 000 $, si ça n'est pas le début tout simplement d'une distribution, mais plutôt un endroit de réaccumulation de la part des institutions pour casser en haut, à ce moment-là, on va se diriger vers 48, peut-être potentiellement 52, peut-être 54 pour une correction plus importante derrière. Si les institutions commencent à dire, bon, on est 2 semaines avant les vacances, enfin on est maintenant 1 semaine avant les vacances, on doit nettoyer un peu nos bilans de fin d'année, hein, c'est aussi quelque chose que j'avais évoqué. Finalement, on a les puts, puisque vous voyez qu'il y a énormément d'open interest pour se hedger au cas où il y a un drop. Donc on a les puts pour éventuellement se hedger si jamais il y avait un souci. À partir de là, on prend quand même un peu de profit et on nettoie un peu nos bilans. Des trucs qui ont très bien performé cette année, certes, mais on ne va pas montrer des bilans qui sont trop exposés sur des assets sur lesquels on a quand même une volatilité intrinsèque qui est relativement énorme. Voilà les différentes possibilités. Alors prenez ici, je dirais, pour moi, je prends vraiment cette trend là, si elle est perdue comme l'idée d'un mouvement plus important. C'est-à-dire si on perd la trend, pour moi c'est on va plus bas, c'est sûr. J'aime bien regarder la MA20 en daily aussi parce que c'est un indicateur assez fort de la tendance, même si on a pu passer en dessous par moment, ici vous le voyez, mais là vous aviez la vraie grosse correction. Alors, il faut bien comprendre ici, sur la MA20, moi c'est pour ça que je trade pas les MA, mais que j'ai tendance à les regarder quand même. Sur la MA20, quand on passe en dessous de la MA20, on a une grosse correction, mais c'est pas le fait de passer sous la MA20 qui nous donne une grosse correction. C'est l'histoire de l'œuf ou la poule ou de la poule avant l'œuf. C'est pour ça que moi j'aime pas trop trader les MA, parce que finalement elles me donnent juste une information, plutôt un biais je dirais, c'est-à-dire oui on est passé en dessous de la MA20, donc ça me donne on va dire une idée que effectivement on est en séquence baissière. Idem là-dedans, vous voyez qu'on n'arrive pas à clôturer réellement une vraie, enfin on n'arrive pas, on est dans la correction, à partir du moment où on s'installe au-dessus, là on rebondit, là on passe en dessous, ici on repasse au-dessus, enfin voilà, pour moi c'est un signal quand même qui reste un peu foireux. Par contre, effectivement, quand on a des drops, c'est normal qu'on passe en dessous de la MA20. Moi je le vois plutôt comme, on va dire, la poule avant l'œuf, quoi, c'est-à-dire le prix passe des fois sous la MA20, c'est pas une correction, c'est pas parce qu'on passe sous la MA20 qu'il y a une correction, c'est parce que il y a une correction qu'on passe sous la MA20. Voilà, je me suis mal exprimé, mais là dans cette phrase, ça y est, on a compris. Donc, petite time frame et on fait la conclue de cette vidéo. Je crois qu'on a pas mal abordé de choses ici qui étaient intéressantes. Il est possible que ça tienne, littéralement. On l'a vu d'ailleurs, cette bougie est magnifique là, celle-là. Cette bougie-là est très belle. C'est-à-dire, il y a vraiment une vraie volonté de défendre et racheter tous ces niveaux-là, y compris sur le ledger. Quelle que soit la news, si c'était un rack ledger et que derrière on dit « Ah, en fait, ça va, c'est bon, il y a peu de monde qui a été pris, etc. » Il en reste pas moins que ça se fait en 5 minutes, l'histoire, là. D'accord ? Ici, c'est une bougie 5 minutes. Vous voyez une belle bougie de défense comme ça chez les... et on a aussi celle-ci. Vous voyez une belle bougie de défense comme ça chez les vendeurs? Non, pas tellement. Il faudrait revenir en arrière dans le temps depuis un bon moment, mais on n'a pas eu de si jolies mèches en 5 minutes depuis un bon moment. Donc ça, c'est beau, d'accord? Au niveau achat, c'est vraiment joli. C'est pour ça que prendre un intraday, encore une fois, dans cette mèche, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais aller chercher ici les niveaux en 1 minute, 5 minutes, etc. Où se trouve exactement cette mèche. Malheureusement, elle a une amplitude assez violente, donc du coup, soit il faut un petit peu enlever du levier, c'est-à-dire desserrer un peu les leviers sur cette position intraday, soit il va falloir la défendre plusieurs fois, donc rentrer au début sur une petite position, éventuellement la défendre plus bas et la défendre plus bas, voilà, avoir ici une position plus conséquente. Donc cette mèche est très jolie. Maintenant, on voit aussi une forme de fébrilité du marché, c'est-à-dire qu'on a des drops qui sont conséquents en ce moment. On a le marché a les fesses qui font bravo, on va dire ça comme ça. Et dès qu'il y a la moindre chose qui peut le contrarier, on voit des drops ici qui sont quand même relativement conséquents. Tout de suite rachetés, certes, mais relativement conséquents. Donc
c'est encore une fois juste un mois qui est excitant pour être vivant et pour être dans la crypto, tout simplement parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à regarder, en tout cas je trouve de mon côté. Je vous reparlerai tout simplement de cette compression qui va nous donner pour moi une forme de direction. En tout cas, pour venir casser ça ou ça, d'accord? Ça, on a à peu près la certitude que c'est le cas. Derrière, assez souvent, les compressions sur Bitcoin se terminent en range. Donc j'ai évoqué la possibilité d'un range 40-44. Ça fait plusieurs jours déjà, donc faire quelque chose comme ceci, et c'est assez fréquent sur Bitcoin que ça se fasse comme ça. Maintenant, la dernière fois qu'on avait eu ça et que j'avais évoqué la possibilité de faire un range, on l'a pas fait, on a fait un shoot-up, et on s'est directement explosé de plusieurs milliers de dollars au-dessus. Donc vous voyez ici qu'il n'y a aucune certitude. Je me rappelle plus où c'était exactement, mais je me rappelle avoir dit ça quelque part dans cette zone-là, en fait, où on avait une compression également. D'accord. Ici, on se disait, on va peut-être tout simplement ranger entre ces deux bornes-là. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Ici, en revanche, on avait la même compression. On a dit, on va peut-être ranger entre ces deux bornes-là. Et c'est quelque chose qu'on a fait. D'accord. On l'a perdu derrière ici, mais... En tout cas, on a eu après ce triangle une visite de la borne basse et une visite de la borne haute. C'est ça qu'on cherche, d'accord? Ici, si jamais on cherche quelque chose dans ce range-là, possibilité qu'on ait une revisite ou quelque chose qui contracte ici entre désormais 43,4 et 41,3, admettons. Donc, niveau très important, si on le perdait, la trend, moi j'aime bien avoir des niveaux sur lesquels regarder, que je peux regarder tout simplement pour déterminer, être sûr qu'on a perdu une trend, qu'on n'est pas sur une mèche en dessous. En l'occurrence, ici, j'ai pris la time frame la plus petite, c'est-à-dire le 5 minutes qui est ici. Si jamais on vient enfoncer et perdre la 5 minutes pour moi qui est là, c'est extrêmement important, puisque cette trend, vous comprenez que c'est une weekly. On va pas attendre une semaine que ça baisse avant de prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, très beau rebond là ici sur cette fameuse weekly justement. On se fait repousser par la contraction qui est celle-ci. Est-ce qu'on peut rejouer un coup la contraction? Peut-être. On est un peu loin là pour moi dedans, dans la contraction pour se dire qu'elle va continuer ad vitam aeternam. On est plutôt proche d'un point de cassure. Vous comprenez qu'au plus on se rapproche de l'apex qui est ici, au plus... il y a des chances de casser dans un sens ou dans l'autre. Et désolé, j'ai encore fait une vidéo très longue, mais voilà un peu mon sentiment. Soit on continue à contracter, soit on choisit une direction, soit on range. Scénario privilégié, puisque j'ai eu l'habitude quand même de dire un peu mon avis sur ces choses-là. Je dirais que pour moi... mon scénario privilégié, c'est qu'on continue la baissière qui est là. C'est pour ça que je tiens mon short. J'ai un short avec une entrée au 44,2. Je considère que l'entrée est bonne. Là, à ce stade, j'ai mis mon SL à break-even et j'avais déjà pris du profit là-dedans. Donc, je reste ici avec le reste de ma position. Mon premier TP, j'avais un TP de dérisking ici là-dessus, c'est-à-dire que j'ai remboursé la position entièrement. Mon premier TP sur cette position-là se trouve à 38,5. Le premier vrai TP, quoi, on va dire. Le deuxième gros TP se trouve légèrement au-dessus des 32. Bon, de toute façon, la position est profitable, donc on n'a aucun intérêt ici à la closer, ou voilà. La seule question que je me pose, c'est, étant donné qu'elle est largement profitable à ce stade, de peut-être bouger mon stop loss, ou si venir la défendre plus haut, si jamais on y va. Maintenant, excusez-moi. Voilà, je sais plus ce que je disais, mais j'étais probablement en train de radoter. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, allez, les devoirs des enfants, si vous en avez, qui les fait? Est-ce que c'est vous ou votre époux ou femme? Voilà, qui s'occupe de ça. Nous, personnellement, on alterne, c'est-à-dire que quand il y en a un qui en a marre, c'est l'autre qui fait, et ainsi de suite. Mais donc voilà l'idée de la question du jour. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Portez-vous bien, merci pour votre écoute, comme d'habitude, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.